où là, on va plus parler des actualités médicales dans la prise en charge du cancer de l'ovaire. Et j'introduis donc Dr Le Heurter, qui est oncologue au centre Henri Becquerel et qui va nous présenter la place des inhibiteurs de PARP dans le cancer de l'ovaire. Donc les inhibiteurs de PARP, il y en a plusieurs. Ils ont été développés dans la maladie ovarienne platino-sensible, en rechute, puis en première ligne. Et puis toutes ces études initialement ne comportaient pas le bevacizumab, qui est jusqu'à très récemment, qui était la seule thérapie ciblée qu'on avait à notre disposition dans le cancer de l'ovaire. Une petite slide pour vous, enfin 2 slides pour poser les bases et expliquer un petit peu comment fonctionnent ces anti-PARP. Donc, ils sont issus en fait de la recherche sur le BRCA. Et donc, c'est bon, ça marche. Les PARP en fait servent à réparer les cassures simples blancs de l'ADN. Qui, quand elles ne sont pas réparées parce que on utilise des PARP inhibiteurs, s'accumulent et conduisent à des ruptures double brin qui, dans la cellule normale, sont réparées avec ce qu'on appelle la recombinaison homologue lorsqu'elle est donc proficiente. Chez les patientes BRCA mutées, mais vous verrez qu'il n'y a pas que dans ces conditions que cela peut se produire. La recombinaison homologue est dite déficiente et donc il n'y a pas de réparation de l'ADN et ça conduit donc à l'apoptose, à une mort cellulaire. Ça c'était du vocabulaire pour suivre un petit peu la suite, parce qu'après quand je vais vous détailler les études, vous allez voir qu'on va en reparler. Et puis je pense que Jean-Christophe éclaircira tout ça beaucoup mieux que moi. Donc l'HRD, donc c'est la recombinaison homologue. Elle est dite, ce qu'on appelle HRD, c'est quand elle est déficiente. Quand elle ne fonctionne pas, elle entraîne donc une instabilité génomique, et tout ça c'est lié à des mutations qui codent donc pour les gènes de la recombinaison homologue, dont fait partie BRCA, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres causes. C'est pour ça qu'il peut y avoir une HRD sans qu'il y ait forcément de mutation BRCA. Dans l'ovaire en pratique, donc il y a 10 à 15% des cancers de l'ovaire qui ont une déficience donc de la recombinaison homologue de façon constitutionnelle par mutation de BRCA 1 et 2, mais ça va jusqu'à plus de 50% des cancers de l'ovaire qui ont une HRD sans forcément une mutation germinale de BRCA. On retrouve aussi, et c'est pour ça qu'on fait les deux aujourd'hui, une mutation de BRCA au niveau somatique, c'est-à-dire au niveau de la tumeur, sans mutation germinale dans les cellules du reste de l'organisme. Ça concerne 5 à 7% des patientes. Alors, pour commencer, j'ai divisé en deux ma présentation. La première partie, ça va concerner la récidive, et puis ensuite, je vous présenterai les études en première ligne. Donc, en récidive, donc je répète, c'est dans la rechute platino-sensible, et la rechute platino-sensible, c'est défini par l'intervalle libre entre la fin des traitements initiaux et le diagnostic de la récidive. Et donc l'intervalle libre supérieur à 6 mois, c'est ce qui définit la rechute platino-sensible, tout en sachant que entre 6 et 12 mois, le pronostic est un peu moins bon qu'après 12 mois. Mais en tout cas, la définition, c'est plus de 6 mois. Dans cette indication, il y a trois anti-PARP qui sont disponibles en France. Donc, je vais vous parler de l'olaparib, du niraparib, du rucaparib, avec 3 grands essais de phase 3. Et puis, je vous reparlerai du rucaparib en monothérapie, parce on peut également l'utiliser en monothérapie en cas de contre-indication à la reprise de la chimiothérapie. Et dans la rechute, ces anti-PARP sont utilisés jusqu'à nouvelle progression. Alors, la première étude, donc ça concerne l'olaparib, donc c'est l'étude SOLO 2. Donc l'olaparib, il a été développé uniquement dans les patientes mutées BRCA. Donc c'est une étude qui concernait 295 patientes mutées BRCA, toutes de haut grade, séreux ou endométrioïdes. C'était des patientes qui étaient quand même assez lourdement traitées, c'est un petit peu flou.
je suis désolée, mais pour la plupart donc, avaient eu même plus de 3 voire 4 lignes pour certaines. L'intervalle libre, il était majoritairement de plus de 12 mois, donc des patientes par contre franchement platino-sensibles et plutôt de bons pronostics. Les résultats, les voilà. Donc ça, c'est la première publication depuis la Lorraine avec une PFS qui a une médiane de PFS qui a 19,1 mois versus 5,5 mois et un hazard ratio à 0 temps, donc un bénéfice non négligeable en faveur de l'anti-PARP. Au niveau de la tolérance, je vais vous la présenter là sur la récidive et puis je vous en reparlerai plus après parce que c'est à peu près toujours la même chose. Les anti-PARP, ils ont surtout une toxicité hématologique et notamment une anémie avec quand même un support transfusionnel souvent nécessaire, un retentissement sur l'état général de ces patientes qui se disent quand même souvent fatiguées, qu'on a quand même de temps en temps au téléphone pour essayer de les soutenir et de les inciter à continuer leur traitement. Donc il y a quand même 19% là dans cette étude, en tout cas par exemple d'anémie de grade 3-4 et 11% d'arrêt pour toxicité. Il y a eu une mise à jour de ces données à l'ASCO, une mise à jour des données de survie globale. C'était à l'ASCO en juin, l'ASCO virtuel. Donc, on avait un recul médian d'un peu plus de 5 ans, 65 mois exactement. Et la survie globale, elle est à la limite de la significativité. C'était 51 mois pour les patientes sous alloparib versus 38 mois. Donc, il y a quand même une différence de plus d'1 an entre les patientes en rechute dans un cancer de l'ovaire. C'est quand même un très beau résultats. Et puis, il y a des longues répondeuses, puisque 22% à 65 mois, 22% des patientes sont toujours sous olaparib et en cours de traitement. La deuxième grande étude en récidive, c'est l'étude NOVA, donc ça concerne le niraparib, qui dans cette étude était donnée à 300 mg chez tout le monde versus donc placebo. C'était toujours des études randomisées en double aveugle. Là, il y avait 553 patientes et contrairement à l'étude solo, il y avait dans ces patientes des patientes mutées en germinal pour BRCA, mais pas que. Il y avait aussi et même majoritairement des patientes non mutées. Pardon, je suis allée un petit peu vite, non mutées BRCA, et parmi elles, 40% donc, avaient un déficit de la recombinaison homologue. La tolérance du niraparib, elle est avant tout, les effets secondaires sont avant tout hématologiques, avec là la thrombopénie qui est plus importante. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure, il y a une histoire de dose avec le niraparib, et donc 60% de grade 3-4, de l'anémie, la neutropénie, et puis là il y a aussi à peu près, il y avait 14% d'arrêt pour toxicité. Les résultats, donc ça c'est la population, pardon, donc c'est pareil, des patientes majoritairement avec un intervalle libre de plus de 12 mois, donc de bons pronostics, des patientes qui étaient soit en réponse complète, soit en réponse partielle, c'était à peu près 50-50, et puis certaines patientes avaient reçu quand même, et n'étaient pas leur première récidive platino-sensible, étaient déjà en deuxième, voire en troisième ligne de traitement. Les résultats, les voici. Donc là, ça se complique un petit peu parce que comme on a mélangé des BRCA, des pas BRCA, donc pour faire, je vais prendre le pointeur pour vous expliquer tout ça. Donc en pratique, ça marche mieux chez les patientes qui sont mutées BRCA, puisque là, le hazard ratio est à 0,27. Ensuite, le hazard ratio est à 0,38 pour les patientes qui ont un déficit de la recombinaison homologue sans mutation germinale BRCA. Et puis là, c'est pour la population entière, qui n'a pas d'HRD ni de mutation BRCA. Et donc là, le hazard ratio est à 0,45. Donc ça marche chez tout le monde, mais ça marche quand même un petit peu mieux quand on est muté BRCA ou qu'on a une déficience de l'HRD. La troisième grande étude, c'est Ariel 3, donc là c'est le rucaparib, le troisième anti-PARP dans cette indication. Donc les 564 patientes. Là aussi, il y avait un mélange de patientes mutées BRCA et des BRCA wild type, dont 158 avaient, alors là, une nouvelle... C'était pas un test, il y avait un test HRD, mais il y avait également, il mesurait la perte d'hétérozygosie. Voilà, qui peut être le reflet d'une instabilité génétique.
C'était toujours des patientes de haut grade, séreux ou endométrioïdes. Et là, la tolérance, c'est le même profil. Hein, c'est une anémie, une perturbation du bilan hépatique. Alors, je vous ai mis, parce qu'à l'ESMO, il y avait beaucoup d'actualités sur les antiparpes, parce que ces antiparpes font couler beaucoup d'encre. Et là, il y avait un poster quand même sur la tolérance. Et c'est quand même pas, faut pas vendre un truc facile et tout simple. Il y a quand même, les anémies sont au maximum entre 4 et 8 mois, donc c'est quand même assez décalé dans le temps. Et des nausées qui peuvent durer quand même les premiers mois jusqu'à 2 ans avant de commencer à diminuer. Donc il faut pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc ça c'est le profil des patientes. Donc c'est un petit peu le même cadre. Des patientes un petit peu plus précoces. Il y avait un peu moins de patientes au-delà de lignes de chimiothérapie. Et puis là encore des patientes majoritairement, enfin en tout cas en majorité en rechute au-delà des 1 an. Donc franchement platino-sensible. Et puis les résultats, c'est le même profil de résultats, c'est-à-dire que ça marche chez tout le monde. Donc là vous avez ici la PFS qui était l'objectif principal de l'étude, encore une fois, qui est améliorée par l'antiparp, quel que soit le statut BRCA ou HRD, avec un hazard ratio à 0,36, mais quand même ça marche mieux sur les patientes mutées BRCA ou chez les patientes qui ont une déficience de la recombinaison homologue. Et puis la dernière étude dont je voulais vous parler dans la récidive, platino-sensible toujours, c'est Ariel 2, donc c'est toujours le rucaparib, qui est utilisé seul, non pas en entretien jusqu'à présent, c'était 3 études où on utilisait l'antiparp après la réponse à la chimiothérapie à base de sel de platine. Là, on l'utilise seul chez des patientes qui ont toujours un intervalle libre entre la dernière rechute et la rechute actuelle de plus de 6 mois, mais chez qui on ne pourrait pas utiliser ou reprendre de sel de platine. Ce qui en pratique, c'est pas forcément une situation très, très courante. Et donc ça concernait 206 patientes, des patientes plutôt multi-traitées et qui là par contre avaient des intervalles de rechute un petit peu plus courts, entre 6 et 12 mois, mais c'est un peu normal vu le design de l'étude. Donc l'objectif premier, c'était la PFS. Et là encore, il y a un avantage à l'antiparp, avec notamment chez les patientes. En fait, ils ont comparé les patientes avec mutation BRCA et celles qui n'avaient pas de mutation BRCA en fonction donc de la perte de l'hétérozygosie, en calculant un score. Alors après, ça se complique un petit peu. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même beaucoup plus efficace chez les patientes mutées BRCA. Et donc, le rucaparib, on peut l'utiliser dans cette indication. En France, il y a une AMM. Voilà pour la récidive. Donc maintenant, je vais aborder un petit peu les études en première ligne. Donc en fait, c'est les mêmes molécules, hein. On est là dans une situation après la chirurgie, qu'elle a été d'emblée ou d'intervalle, et une chimiothérapie. C'est des patients donc, qui ne sont pas en progression, qui sont toujours sensibles aux platines. C'est des études qui ont inclus des patientes avec des carcinomes de haut grade et de stade 3 et 4, donc des stades avancés. 3 molécules en monothérapie, c'est le l'olaparib en solo 1, toujours chez les patientes mutées BRCA, et puis chez toutes les patientes, quel que soit le statut BRCA, il y a le niraparib, et puis il y a une dernière étude, c'est le veliparib. Comme vous m'avez pas donné toute la journée, du coup j'ai pris le parti de pas présenter cette dernière étude. Pourquoi ? Parce que le veliparib n'est pas utilisable en France, il n'a pas d'AMM, donc je me suis dit que c'était. Mais en tout cas, les résultats sont les mêmes. Il y a un avantage pour l'antiparp. Donc solo 1, donc c'est l'olaparib chez des patientes, c'était 391 patientes, toutes mutées, donc BRCA, au moins somatiques, mais pour la plupart c'était des mutations constitutionnelles. Des stades 3-4, donc au grade, en réponse complète ou partielle après la chimiothérapie. Aucune n'avait reçu de bevacizumab. Et puis la durée, là, dans cette étude, c'était 2 ans, si on est en réponse complète, et puis c'était possible de poursuivre si on était en réponse partielle. Donc le profil des patientes, majoritairement c'était des stades 3, mais il y avait quand même en gros 15-20% de stade 4.
Les patientes avaient reçu majoritairement 6 cycles de chimiothérapie, ce qui est plutôt la règle. Et en grosse majorité, parce que c'était quand même 80% des patientes, elles étaient en réponse complète, donc de patientes de bons pronostics. L'objectif, c'était donc la survie sans récidive, et cette publication, c'était avec un follow-up médian de 41 mois. Et donc là, le hazard ratio est en faveur de l'olaparib, avec un hazard ratio à 0,30. Le temps médian jusqu'au traitement suivant, donc jusqu'à la récidive, c'était 51,8 mois, et ce, quels que soient les sous-groupes, hein, quel que soit le stade initial, quel que soit l'âge, quel que soit BRCA, BRCA1, BRCA2, qu'on ait ou pas été opéré complètement, enfin qu'on ait une réponse complète ou partielle, il y a un avantage en faveur de l'antiparp chez ces patientes donc, qui étaient toutes mutées BRCA, je le rappelle. À l'ESMO, il y a eu une actualisation de cette étude Solo 1 avec un recul un petit peu plus long. On est maintenant à 5 ans de recul et la survie sans rechute. Il y a toujours 48% des patientes qui n'ont pas rechuté, qui sont dans le bras olaparib, alors que c'est 21% dans le bras placebo. Et donc une PFS qui est aujourd'hui à 56 mois versus 13 mois. Et la deuxième grande étude, donc c'est PRIMA, donc qui concerne le niraparib, donc toujours des stades 3-4, au grade. Là, le niraparib était donné 3 ans ou jusqu'à progression si elles n'étaient pas en réponse complète. Et puis, il y a eu un amendement parce qu'à cause de la thrombopénie et de la toxicité du médicament. Et donc, il y a un amendement en cours d'étude pour que la dose initiale de niraparib soit descendue à 200 mg pour les patientes de poids inférieur à 77 kg ou avec des plaquettes inférieures à 150 giga au démarrage du traitement. Il stratifiait les résultats sur la réponse complète ou partielle, sur le fait d'avoir une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante, et sur les résultats de l'HRD, puisque là, il y avait des patientes mutées et pas mutées BRCA. Donc ça, c'est la population. Donc il y avait majoritairement des patientes de stade 3, mais quand même 35-40% de stade 4. Donc voilà, des patients qui avaient reçu, là par rapport à Solo, plus de patientes qui avaient reçu une chimiothérapie néoadjuvante, donc on peut a priori des maladies plus étendues, des réponses complètes à peu près 70-75%, et puis le nombre de cycles de chimiothérapie, en moyenne c'est 6, ça c'est standard. L'objectif, c'était encore une fois la PFS. Donc chez toutes les patientes, donc il y a 2 courbes. La première courbe, c'est celle du bas, c'est chez toutes les patientes où il y a un bénéfice qui est significatif en faveur de l'antiparp versus le placebo avec un hazard ratio à 0,62 et une médiane de PFS du coup qui monte de 8 à 13 mois. Mais là encore, ça marche mieux. La différence entre les 2 courbes, vous voyez, elle est quand même plus importante chez les patientes qui ont un déficit en recombinaison homologue. Donc tous ces résultats en fait concordent dans ce sens. Et puis là, ils ont même, c'était l'analyse en sous-groupe, juste pour vous montrer en fait par rapport justement à la recombinaison homologue ou au statut BRCA, pour vous montrer qu'il y a un bénéfice plus important pour les patientes mutées BRCA, mais il y a un bénéfice tout de même pour les patientes avec une déficience de la recombinaison homologue. Voilà. Donc la toxicité, attention, il y avait quand même 70% d'adaptation posologique chez les patientes pour thrombopénie, donc c'est pas rien. Et donc c'est pour ça qu'il y avait eu l'amendement dont je vous ai parlé. Toujours pour ce qui concerne la dose du niraparib et qui confirme un petit peu ce fait qu'il faut faire attention et baisser la dose en fonction pour les patientes de poids inférieur à 70 kg et les plaquettes inférieures à 150 gigas. C'est cette étude, c'est une étude qui a été faite en Chine, alors donc avec des patientes, je pense qu'elles faisaient toutes moins de 77 kg. Et donc d'emblée ils sont partis sur la dose de 200 mg dans ce cas-là et ils confirment la même chose, hein, un bénéfice sur la PFS qui est quand même important pour toute la population en ITT, mais majorité, de façon encore plus importante chez les patientes mutées BRCA ou déficientes pour la recombinaison homologue.
Donc pour conclure, la place des antiparp aujourd'hui, elle se discute plus trop. Donc ça concerne par contre les cancers ovariens de haut grade qui sont sensibles au sel de platine, que ce soit en récidive ou en première ligne des stades avancés, stades 3 et 4. Quel que soit en fait le statut BRCA, mais franchement c'est plus efficace si on est BRCA muté ou si on est HRD+. Actuellement en France, pour faire le point, parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué entre les ATU, les AMM, ça bouge tout le temps et on est maintenant très limité dans ce qu'on peut prescrire. C'est-à-dire qu'avoir une étude publiée ne suffit plus, il faut respecter le cadre légal de prescription. Et donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça peut changer dans les semaines ou mois à venir, l'olaparib, il est utilisable pour les patients donc mutés BRCA en première ligne en maintenance et en récidive en maintenance. Pour les patientes non mutées BRCA et le tout venant, le niraparib est disponible en première ligne en ATU pour l'instant et en AMM dans la récidive. Et puis on a le rucaparib qui est en AMM pour toutes les patientes, quel que soit le statut BRCA, en récidive et en récidive platine sensible avec impossibilité de reprendre la chimiothérapie, donc seule. Et la suite promet de nombreux autres topos sur les antiparp dans les futurs congrès, parce qu'il y a plein de choses. Alors j'ai commencé par le petit point noir, c'est parce qu'on va les faire vivre le plus longtemps possible, j'espère. Mais il y a quand même une toxicité hématologique, des syndromes myélodysplasiques avec des risques d'acutisation éventuelle, qu'il faudra donc surveiller en prenant du recul sur toutes ces études et sur les données de nos patientes. Et puis plein de questions, aujourd'hui, on a le statut BRCA, mais on n'a pas le statut HRD. Donc ça, c'est une question. L'association, bien sûr, aux molécules, donc ça, Camille va nous en parler, au bevacizumab, notamment avec l'étude de Paola, et puis bientôt, probablement à l'immunothérapie, parce qu'il y a beaucoup d'études d'association. Et puis, il y a quelques d'autres questions d'ordre stratégique, c'est-à-dire quelle chimiothérapie et quelle sensibilité au sel de platine après les PARP-I. Donc ça, il y a eu une présentation à l'ESMO là, de Fresnel sur les données de Solo 2, justement, où il calculait ce qu'on appelle la PFS2, je m'embrouille, c'est-à-dire la survie sans rechute, à la rechute derrière les PARP. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est la ligne d'après le Solo 2. Donc là, elle a été constatée en tout cas plus courte si les patientes étaient dans le bras PARP par rapport au bras placebo. Donc si elles avaient déjà été challengées par des PARP, elles répondaient moins bien au sel de platine. Donc ça, c'est quelque chose à creuser pour qu'on sache un petit peu comment on va gérer ces patientes par la suite. Et puis après, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut rechallenger par des PARP inhibiteurs? Et ça, il y a une étude actuellement en cours par le gynéco qui est laissé au Réo qui pourra peut-être répondre à cette question. Voilà. Bonjour à tous. Je vais donc effectivement vous parler de ce qui arrive là cette année et pour un futur proche, qui est les associations de thérapie ciblée en première ligne pour le cancer de l'ovaire. Donc pour faire un petit rappel rapide, avant 2011, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on prenait en charge les cancers de l'ovaire à un stade avancé avec une chirurgie de débulking et une association de chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel. À partir de 2011, on a eu une première évolution qui était l'arrivée du bevacizumab en première ligne suite à 2 essais de phase 3 publiés dans le New England, qui étaient le GOG 218 et ICON 7. Donc pour en dire un petit mot, le GOG, c'était plus de 1800 patientes avec un cancer de l'ovaire avancé, épithélial non prétraité, qui étaient soit stade 3 avec résidus macroscopiques post-chirurgie ou bien stade 4. Les patientes recevaient toutes 6 cycles de paclitaxel carboplatine comme c'était le standard à ce moment-là. Et puis il y avait 3 bras de randomisation. Soit on ajoutait un placebo pendant la chimiothérapie puis en entretien pour totaliser 22 cycles. Soit on ajoutait du bevacizumab pendant la chimiothérapie et après on continuait l'entretien avec un placebo. Et dans le 3e bras, on mettait d'emblée du bevacizumab et qu'on continuait en entretien pour 22 cycles au total, donc 15 mois de traitement. Et puis en fait, on s'est rendu compte que l'ajout de bevacizumab améliorait la PFS, donc dans le 3e bras par rapport au 1er bras, puisque la PFS passait de 10 à 14 mois, ce
qui faisait un odds ratio à 0,72. Il n'y avait pas de différence par contre entre le bras A et le bras 2. Et sur la population globale de l'étude, il n'y avait pas de différence en survie globale, sauf pour le sous-groupe de stade 4. Et puis dans l'ICON 7, plus de 1500 patientes. Ce n'était pas tout à fait les mêmes stades, puisque là, il y avait des cancers de l'ovaire épithéliaux qui étaient opérés, mais considérés à mauvais pronostic. Donc des petits stades, 1 ou 2A. Là, c'était soit parce qu'ils étaient de haut grade ou à cellules claires, donc considérés de mauvais pronostic, ou bien des stades plus avancés, de B à 4. Là aussi, vous avez une chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel 6 cycles. Il y avait un bras où on ajoutait du bevacizumab pour 12 cycles en entretien et un bras où il n'y avait pas de bevacizumab. Dans cet essai sur la population globale, donc je rappelle, incluant des petits stades aussi, il n'y avait pas de bénéfice retrouvé en PFS ni en OS, sauf pour les sous-groupes à haut risque, qui étaient là les stades 3 avec résidu de plus de 1 cm ou les stades 4. Donc la PFS passait pour cela de 10 à 16 mois et un gain en survie globale qui passait de 34 à 39 mois. Et suite à ça, en fait, le bevacizumab a été une option en traitement de maintenance en première ligne, et ce jusqu'à 2019 pour toutes les patientes confondues. Et puis en 2019, l'essai Solo 1 a un peu rebattu les cartes puisque, j'y reviens pas, mais effectivement pour les patientes mutées dès la première ligne, on a eu accès à l'olaparib. Et donc là, pour le coup, on a plutôt privilégié les antiparps puisque le bénéfice était vraiment très important. Pour les patientes non mutées en première ligne, on gardait quand même cette option du bevacizumab, toujours pour les stades 3 avec résidu ou les stades 4. Et donc la nouveauté depuis quelques mois, c'est suite en fait à la parution de l'essai Paola 1, donc c'est celui-là que je vais surtout vous détailler aujourd'hui. Cet essai a été conçu sur le rationnel que donc, le BEVA augmente la PFS et l'OS en première ligne, donc pour les sous-groupes à haut risque dont on a parlé, que l'olaparib lui aussi a montré un bénéfice majeur en première ligne, mais pour les patientes mutées BRCA. Mais on sait que les antiparps sont aussi efficaces, comme disait Marianne, chez les patientes non mutées BRCA. Et finalement, les déficits de recombinaison homologue au sens large, incluant les mutations BRCA, mais pas que, concernent quand même 50% des patientes qui ont un cancer de l'ovaire séreux de haut grade. Donc, c'est pas rien. Et puis, il y a aussi une étude qui a été publiée en 2019, c'était une phase 2, mais quand même qui montrait que l'association de l'olaparib et anti-angiogénique augmente la PFS pour les rechutes platine sensibles versus olaparib seul. Et donc, fort de ces informations, cet essai en fait, a inclus plus de 800 patientes qui avaient un cancer de l'ovaire de haut grade. C'était soit des séreux, soit des endométrioïdes, primitif ovaire, trompe ou péritonéal primitif, stade 3 à 4. Elles pouvaient avoir soit une chirurgie première, soit une chirurgie d'intervalle. Elles recevaient toute une chimiothérapie conventionnelle à base de platine et de taxane et au moins 3 cycles de bevacizumab. Et en fonction de leur réponse, elles étaient randomisées. Alors, il fallait qu'elles soient soit en réponse partielle au terme de ce traitement, soit en réponse complète, soit en non-evidence of disease. Et en fait, la différence avec la réponse complète, c'est qu'il fallait qu'elles soient opérées en résection R0 et qu'elles aient à la fois un CA125 normalisé et une imagerie normale au décours de la première séquence thérapeutique. Et donc, une fois la randomisation faite, elles recevaient soit une association de bevacizumab pendant 15 mois, 22 cycles, avec l'olaparib Peros 2 fois par jour pendant 2 ans, soit le bevacizumab avec un placebo. Elles étaient stratifiées en fonction du statut tumoral BRCA, c'est-à-dire que toutes les patientes étaient incluses, mais elles étaient ensuite stratifiées en fonction du statut BRCA et aussi en fonction de la réponse après la première séquence de traitement. L'objectif principal de l'essai, c'était la PFS évaluée par l'investigateur. Il y avait aussi une analyse de la PFS après relecture centralisée. Dans les critères secondaires, il y avait une évaluation du temps jusqu'au premier traitement suivant. Je vous montrerai après à quoi ça correspond par rapport à la PFS et la PFS2. La survie globale, la qualité de vie, la safety. Donc les patientes étaient comparables dans les 2 bras. On voit qu'il y avait 30% de mutations BRCA somatiques quand même dans les 2 bras de traitement. Et puis c'était 2 tiers de stade 3 pour 1 tiers de stade 4. La moitié avait une chirurgie première avec
40% de résidus macroscopiques quand même et 60% qui n'avaient pas de résidus. Et puis 40% avaient une chirurgie d'intervalle avec cette fois 30% de résidus macroscopiques et 70% considérés R0, ou en tout cas sans résidus macroscopiques. Il y avait une petite proportion qui n'avait pas de chirurgie, donc moins de 10%. Et puis, elles étaient considérées donc, à 25% réponse partielle, 20% réponse complète et 50% en non-evidence of disease. Et donc, on voit que le bras olaparib bevacizumab permettait en fait, d'améliorer la PFS de 16 à 22 mois avec un odds ratio de 0,59. Donc ça, c'est pour l'ensemble des patientes de l'étude, quel que soit leur statut BRCA ou HRD. Quand on regarde les biomarqueurs du coup, de ces 800 patientes dans cet essai, je vous le disais, il y avait à peu près 30% de mutations somatiques BRCA, mais il y avait aussi 20% de patientes considérées HRD positives et donc non mutées BRCA, ce qui a un peu introduit Marianne tout à l'heure et que Jean-Christophe vous expliquera aussi certainement mieux que moi. Ce qui fait quand même que finalement, il y a quasiment la moitié des patients de cette étude qui étaient considérés HRD positifs, donc avec déficit de la recombinaison homologue, ce qui n'est pas rien. Quand on regarde les résultats de PFS en fonction du statut BRCA, on voit qu'il y a effectivement une différence, mais il y a un bénéfice quand même chez les non-mutés. Donc pour les patientes mutées BRCA, l'ajout de l'olaparib permet d'obtenir un odds ratio à 0,31 et pour les non-mutés, un odds ratio à 0,71, donc qui est quand même positif. Ça veut bien dire que le BRCA est un bon biomarqueur, mais certainement pas le seul et l'unique. Et puis, quand on regarde justement par rapport au statut HRD, on voit bien que c'est aussi un biomarqueur intéressant, puisque les résultats sont très positifs pour les patientes HRD+, incluant les mutations BRCA avec un odds ratio à 0,33. Pour les HRD+, non mutés BRCA avec un odds ratio à 0,43 quand même. Et par contre, pour les HRD négatives, c'est-à-dire pas de mutation BRCA et pas d'autres facteurs d'instabilité génomique retrouvés, alors c'était le test Myriads dans cet essai, là pour le coup les résultats n'étaient pas du tout significatifs. Cette année, on a eu à l'ESMO virtuel les présentations de la PFS2. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu à quoi correspond la PFS2, c'est-à-dire le temps qui se passe entre la randomisation dans l'étude et la deuxième progression après en fait, le traitement de la première rechute. C'est un peu différent du temps jusqu'au deuxième traitement suivant. Puisqu'on sait que dans le cancer de l'ovaire, on ne reprend pas forcément tout de suite la chimiothérapie quand la patiente rechute, notamment chez les patientes qui ont des réélévations asymptomatiques du CA125, que parfois on surveille. C'est évidemment pas la règle systématique, mais ça explique en fait cette différence de temps entre la rechute et la reprise d'un autre traitement. Et donc, les bénéfices se traduisent encore sur la PFS2, avec donc une diminution du risque de rechute de 22%, une PFS2 qui passe de 32 à 36 mois. À noter que pour ces patientes, celles qui étaient initialement dans le bras, donc olaparib et bevacizumab, ont reçu à nouveau des antiparp à leur rechute, 9%. Et dans le bras placebo bevacizumab, il y a 27% des patients qui ont reçu des antiparp quand même à la rechute. Cette étude. Les bénéfices en PFS2 en fonction du statut HRD ressemblent beaucoup à ce qu'on voyait sur la PFS1, avec un odds ratio à 0,56 pour les mutés BRCA, à 0,60 pour les non mutés BRCA mais HRD positive, et pas de bénéfice s'il y avait un statut HRD négatif. Je ne vais pas m'attarder sur la tolérance, Marianne vous en a parlé. Globalement, on n'a pas eu de surprise, puisqu'on connaît déjà la toxicité, les effets secondaires des antiparp, et notamment l'olaparib, et aussi ceux du beva. Il y a quand même un certain taux d'effets secondaires, comme vous pouvez le voir, notamment de grade 3, mais qu'on sait gérer. Il n'y a pas de potentialisation, en tout cas, des effets secondaires entre les deux molécules. Et puis, pas de nouveau signal sur le risque de syndrome myélodysplasique ou de leucémie, en tout cas par rapport à ce qui était déjà connu dans les autres études avec les antiparp.
pas de différence en qualité de vie entre les 2 bras de traitement. Et donc, si on doit retenir quelque chose de cette étude, donc c'est une étude très intéressante puisque de première ligne, dans le cancer de l'ovaire avancé avec des critères d'inclusion larges, quel que soit le moment de la chirurgie ou le statut BRCA, on a une nette amélioration de la PFS et aussi de la PFS2 dans le bras d'association bevacizumab olaparib par rapport au beva seul, surtout chez les patientes HRD+, qu'elles soient ou non mutées BRCA. Les données en survie globale pour l'instant sont encore immatures. On n'a pas vraiment de majoration des effets indésirables dans le groupe association. Ce qu'on regrette par contre, c'est qu'il n'y ait pas eu un bras de traitement avec olaparib seul, parce que du coup, on ne connaît pas bien l'apport du beva dans cet essai. En septembre, on a eu un avis positif du CHMP en fait, pour cette association en première ligne pour les patientes HRD+, c'est-à-dire qu'on est quasi certain que l'AMM va suivre et donc dans les mois à venir, ça va être un nouveau standard pour les patientes HRD+. Donc se repose la question de comment est-ce qu'on va pouvoir tester ces patientes, comment on va pouvoir avoir accès aux tests, que ce soit celui de Myriad ou d'autres, et est-ce qu'on aura un financement, enfin toutes ces questions vont se poser. Je vous parle rapidement de cette autre étude présentée à l'ESMO qui était très attendue, une étude qui s'appelle Imagine 050 qui a randomisé plus de 1300 patientes pour cancer de l'ovaire stade 3 ou 4 en première ligne, qui avait carboplatine, paclitaxel, bevacizumab avec plus ou moins de latezolizumab, donc qui est une immunothérapie anti-PDL1 ou placebo. Et malheureusement, cette étude est négative, il n'y a pas de bénéfice en PFS, même dans le sous-groupe PDL1+. Il y a un petit signal pour les tumeurs rares, endométrioïdes et cellules claires, mais peut-être qu'avec les résultats de survie globale, on aura un peu plus d'informations. En tout cas, on est un peu déçus, mais ce n'est pas terminé pour autant l'immunothérapie, puisqu'il y a effectivement beaucoup d'études en cours de recrutement, notamment des essais du gynéco. Les études FIRST et DIO-O, qui incluent des patientes mutées ou non mutées BRCA, qui reçoivent donc de la chimiothérapie en première ligne. Donc dans FIRST, il y a plus ou moins du bevacizumab, plus ou moins un anti-PD1, plus ou moins un anti-PARP, le niraparib. Pour l'étude DIO-O, c'est chimio plus beva, plus ou moins un anti-PDL1, cette fois qui est le durvalumab, plus ou moins l'olaparib. Et dans l'étude NGOT-OF43, on a la chimiothérapie plus ou moins du pembrolizumab anti-PD1, plus ou moins olaparib, et cette fois chez les patientes non mutées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais aller très vite sur ces premières diapos, puisqu'on vous l'a déjà bien introduit, même si on a ce signal d'efficacité des anti-PARP, finalement, quand on les sélectionne par la sensibilité ou l'absence de résistance aux sels de platine. On a quand même un positionnement des mutations donc BRCA comme facteur prédictif de sensibilité majeure, puisque dans l'étude Paola que Camille vient de montrer, même si en population globale, sans avoir présélectionné sur le statut BRCA, on a un bénéfice, eh bien on va quand même dichotomiser assez clairement les courbes quand on va regarder s'il y a ou non une mutation BRCA. En termes de hazard ratio, on n'est évidemment pas sur les mêmes bénéfices. Donc il y a quand même une utilité à rechercher ce statut mutationnel, et cela est d'autant plus vrai que le niraparib peut en théorie s'affranchir de cette recherche et qu'on peut effectivement le prescrire sans avoir fait une recherche de mutation. Mais de la même façon, là, eh bien, selon que l'on ait ou pas une mutation, alors constitutionnelle ou somatique, on n'a pas les mêmes résultats de courbe. Alors, ces altérations tumorales dans le cancer de l'ovaire, elles sont très fréquentes. Donc, sur cette partie gauche de la diapositive, on a donc l'ensemble des mutations observées donc dans les cancers de l'ovaire, avec une contribution autour de 22%. Alors on a évidemment selon les séries des chiffres qui peuvent varier, mais on est de cet ordre-là, de 15 à 20% de mutations qui sont d'origine constitutionnelle et qui sont bien entendu retrouvées dans la tumeur. On a
un petit pourcentage, inférieur à 10%, de mutations qui, elles, sont exclusivement somatiques, c'est-à-dire que l'analyse constitutionnelle va être négative, mais l'événement mutationnel est apparu lors de la transformation oncologique des cellules épithéliales ovariennes. Et puis, on va avoir, dans les séries, on a quelques cas de patientes qui ont à la base une mutation constitutionnelle, qu'on va évidemment retrouver dans la tumeur, mais qui vont aussi avoir des nouveaux événements mutationnels qui vont être, eux, purement somatiques. Et donc, si on additionne ça, on est effectivement à 30% des cancers de l'ovaire qui vont avoir une altération, donc constitutionnelle ou somatique, au niveau des gènes BRCA. Et donc, effectivement, un 2/3 qui, lui, n'a pas de mutation, mais qui peut avoir d'autres altérations de la voie à la recombinaison homologue, comme on va voir après. Alors, quelles sont ces mutations? Donc, les deux poids lourds, c'est BRCA1 et BRCA2, essentiellement BRCA1 qui compte pour plus de la moitié des mutations retrouvées, qu'elles soient germline ou somatiques. BRCA2 qui est autour de 20%. Et puis, on va avoir, donc, comme dans les prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire, d'autres explications, d'autres gènes altérés à l'origine de ces prédispositions ou à l'origine d'un déficit de la recombinaison homologue, qui vont être donc les gènes RAD51C et RAD51D qui sont les gènes principaux, mais on a aussi BRIP1 qui est un gène d'intérêt, CHEK2, et PALB2, même si dans la prédisposition, donc dans les altérations constitutionnelles de PALB2, il y a un débat qui n'est pas tranché sur le risque de cancer de l'ovaire, et pour l'instant, actuellement, on considère qu'il n'y a pas de nécessité de prise en charge donc, de ces femmes sur le risque ovarien. En somatique, on a une distribution qui est un petit peu plus ramassée et on a essentiellement ATM, qui est un gène important de la voie de la réparation de l'ADN, et BRIP1 et CHEK2 qui prennent aussi de l'importance. Mais donc, le message clé de cette diapo, c'est qu'on a d'une part des événements somatiques ou constitutionnels qui sont fréquents, j'ai mal à gérer le pointeur, donc qui nécessitent qu'on se donne la peine de les rechercher, et ça vient un petit peu en écho à cette question de l'HRD, tout n'est pas expliqué par BRCA1 et BRCA2 et qu'il y a d'autres gènes de la recombinaison homologue, donc les HRR, qui peuvent être séquencés et qui peuvent renseigner sur le statut HRD positif ou négatif. Donc, cette diapo, mais j'ai quand même pris le parti de pas rentrer dans le détail forcément, mais donc des choses qui ont déjà été abordées. Donc, le fait que 50% des cancers épithéliaux ont un déficit de la recombinaison homologue, donc sont HRD, que la grande explication reste quand même les altérations, qu'elles soient d'origine constitutionnelle ou purement somatique des gènes BRCA, mais qu'on va donc rattraper, documenter un certain nombre de cancers qui vont être HRD par le séquençage associé de ces autres gènes, et ça c'est évidemment déjà fait en constitutionnel et ça peut être intégré dans les panels somatiques, notamment les RAD51, C et D et RAD50. Quelque chose qui peut être mis en place, mais qui ne l'est pas actuellement, qui est la recherche d'une méthylation du promoteur de BRCA. Donc le promoteur, c'est l'interrupteur du gène, et le niveau de méthylation va rendre ou non accessible ce promoteur à la mise en œuvre de la transcription du gène. Donc s'il est hyperméthylé, on va finalement éteindre le gène et donc obtenir un BRCA déficient. Il y a d'autres mécanismes qui sont pour l'instant suspectés, mais non clairement identifiés, toujours probablement dans l'épigénétisme, donc dans ces modifications de l'environnement du gène. Alors, on assoit ce travail un petit peu besogneux, on va aller rechercher la cause de ce déficit de la recombinaison homologue, mais qui appelle à plusieurs techniques, ou alors la vision plutôt on regarde le résultat et qui est donc celle développée par ce test compagnon qui est le test Myriad, donc My Choice, où là on va essayer de supposer un déficit de la recombinaison homologue par l'observation de cicatrices au niveau du génome, puisque donc la recombinaison homologue étant déficiente, on va avoir une moindre réparation de l'ADN et donc des stigmates, des cicatrices qui vont traduire ce déficit. Et donc on va avoir des télomères qui vont être donc les extrémités des gènes qui vont être raccourcies. On va avoir dans les séquences centromériques des altérations qui sont reconnaissables également. Et puis on va avoir une perte d'hétérozygosie qui va aussi donc traduire ce déficit de la recombinaison homologue, puisque dans la recombinaison homologue, si on n'a pas de séquence complémentaire permettant de réparer, eh bien on va perdre de l'information.
Donc ça, c'est un test compagnon qui est évidemment breveté, donc qui est indispensable. En tout cas, on peut pas bâtir quelque chose d'assez similaire sans être en conflit. Et on sait historiquement la place de Myriad dans tout le développement de l'approche oncogénétique. Donc, il y a quand même des conflits pour aller vers ces tests HRD sans passer par quelque chose de breveté, de validé dans un essai et qui est évidemment ultra protégé. Mais c'est effectivement, comme on l'a dit, un élément clé de la sélection des patients, puisque s'ils sont HRD+, on a un bénéfice. L'essentiel de ce bénéfice est lié aux mutations BRCA, puisque là, on voit que les HRD, donc l'ensemble des tumeurs déficientes, avec une mutation BRCA, donc en fait elles sont HRD parce qu'elles ont une mutation, on a quand même un bénéfice qui est supérieur aux patientes qui sont HRD sans BRCA mutation. Mais finalement, on a quand même cette impression qu'elles tirent un bénéfice si elles ont un autre mécanisme, notamment les altérations des gènes RAD ou la méthylation du promoteur. Donc la vision à terme sera peut-être effectivement d'avoir un test qui permet de sélectionner les patientes qui sont HRD+, et après quand même d'avoir cette démarche de compréhension de pourquoi elles sont HRD, puisque derrière il y a quand même les impératifs de prise en charge oncogénétique s'il y a une origine constitutionnelle. Alors donc cette diapo pour essayer de voir s'il y a des profils un petit peu différents entre les patientes qui vont avoir une mutation purement somatique ou les patientes qui ont une altération constitutionnelle. Donc là, ce qui ressort, c'est que on a évidemment sur les purement somatiques un âge qui est un petit peu plus élevé, mais c'est assez logique. Si elles ont fait leur cancer de l'ovaire vers 75 ans, c'est que probablement elles ne l'avaient pas en constitutionnel. Mais après, en termes de sous-types, bon, on a notre distribution des hauts grades qu'on a vu, qui est globalement 30% au total, 25% en germinal, 5% en somatique. Mais on a quand même des événements somatiques dans des cancers de l'ovaire dont on ne supposerait pas forcément et qu'actuellement on n'analyse pas dans les cellules claires, dans les carcinosarcomes. Voilà. Donc il y a quand même ces événements au-delà des séreux ou des endométrioïdes qui sont notre évidemment, sujet d'intérêt vu les AMM. Alors ma mission c'était le circuit de testing en Haute-Normandie. Et j'ai profité avec M. Frébourg de cette journée pour qu'on réfléchisse et qu'on vous repropose un circuit un petit peu différent de celui que nous avions jusque-là mis en œuvre. Donc je fais juste une petite pause là dans le diaporama pour refaire un peu l'historique de ce qui a été mis en place ces dernières années. Initialement, quand les antiparps sont arrivés, avec l'idée qu'une bonne partie de ces mutations étaient d'origine purement somatique et surtout que l'analyse de la tumeur avait la double information donc du theranostic qui est je peux prescrire un antiparp parce qu'il y a une mutation dans la tumeur et on sait que ça marche. Et d'autre part, il y a une mutation dans la tumeur, elle est peut-être d'origine constitutionnelle et donc il y a peut-être un impact pour la prévention secondaire chez cette patiente et puis la prévention primaire chez ses apparentés. Nous avons largement demandé à ce que l'oncogénétique soit impliquée et donc finalement dans un rôle central pour la demande de recherche de ces mutations. Et donc ce qui a été fait, c'est de filtrer par donc les conseillers en génétique qui ont créé cette consultation téléphonique les patientes pour qui on avait le souhait de les recevoir en consultation parce qu'on appréhendait une éventuelle mutation constitutionnelle, et puis celles pour lesquelles clairement le somatique seul pouvait suffire. Et donc ça nous a permis de prioriser nos consultations, de ne pas être noyés dans le tout venant, de lancer les demandes d'analyse constitutionnelle quand ça nous paraissait nécessaire, ou de se restreindre aux somatiques quand il n'y avait pas d'implication a priori pour la famille. Donc ces ETP, ils fonctionnent puisque ça nous a aidé à réduire de manière considérable les délais. Et vous, en tant que prescripteur, vous savez maintenant qu'effectivement, quand il y a une patiente à voir, elle est vue très facilement dans le mois, si ce n'est dans la semaine, quand on est vraiment dans une urgence, puisque la problématique, c'est quand même le délai. La chimiothérapie néoadjuvante, adjuvante, la chirurgie d'intervalle, la chirurgie initiale, bon, tout ça nous met quand même sur 4 mois et demi, 5 mois. Et on sait qu'il y a un délai pour donc obtenir ce résultat, puisque les plateformes, même si elles ont profité des réorganisations technologiques, du séquençage de haut débit, on est quand même sur des délais
de consultation qui sont de l'ordre de 1 mois et des délais de résultats qui sont de 1 à 2 mois, ce qui donc implique qu'il faut que ces patientes soient vues très en amont avant que se pose la question de la prescription d'un antiPARP. Pourquoi est-il utile d'impliquer les oncogénéticiens ? J'espère que vous êtes sensibilisés à cela. On connaît les risques pour un porteur d'altération BRCA1 ou BRCA2 de cancer de l'ovaire que vous avez sur les courbes à gauche, avec donc une montée en charge du risque de cumulé de cancer du sein important dès l'âge de 30 ans et qui justifie que ces femmes-là aient une surveillance par IRM mammaire annuelle à partir de l'âge de 30 ans. Éventuellement, selon leurs souhaits, selon le type de mutation, selon l'histoire familiale, une ablation préventive donc, des seins, une mastectomie prophylactique. Et puis, donc, à droite, le risque cumulé de cancer de l'ovaire qui, lui, démarre vers 40 ans ou 45 ans pour BRCA2 et qui justifie d'une annexectomie bilatérale prophylactique pour ces malades à partir de 40 ans, 45 ans selon BRCA1, BRCA2. Et donc passer à côté de ces prises en charge, parce qu'on est resté dans le theranostique, j'ai mon information utile pour prescrire et je ne vais pas forcément m'interroger sur l'origine potentielle constitutionnelle de cette mutation, eh bien c'est passer à côté donc pour la patiente d'une éventuelle prévention d'un autre cancer, mais surtout pour ses apparentés. Et là, juste pour illustrer cela, je crois que c'était une patiente de Benoît, une dame que je voyais, donc le cas index, là, ici, qui avait fait son cancer de l'ovaire à 61 ans, chez qui nous avions documenté la mutation d'origine constitutionnelle, qui était donc sous olaparib, et puis ensuite on a élargi au conseil familial, et donc j'ai vu sa sœur, ici, qui était parfaitement bien portante quand je l'ai vue, sans néoplasie particulière, qui a eu son diagnostic qu'on appelle pré-symptomatique. Donc on a cherché à savoir si elle avait elle aussi hérité de cette altération du gène BRCA1. Il s'est avéré que oui, que je l'ai adressé donc à Benoît Reich pour envisager l'annexectomie bilatérale prophylactique, et sur l'échographie préalable déjà malheureusement une lésion ovarienne qui a donc été prise en charge chirurgicalement et qui a amené à la découverte d'un stade 3C, donc déjà un stade avancé, ce qui souligne ce que l'on savait déjà, qui est le caractère très insidieux de ces cancers des ovaires. Et elle a pu donc quand même bénéficier d'une prise en charge qui a été en amont d'une situation plus catastrophique, donc qui a clairement un bénéfice à la prise en charge des apparentés, de manière à éviter donc ces cancers. Alors dans le cahier des charges, il y a aussi d'être en capacité de détecter les altérations, puisque tout cela nécessite quand même une capacité technologique, une capacité d'interprétation, et donc le préanalytique, qui est le matériel disponible pour pouvoir faire une analyse de bonne qualité, a évidemment toute sa place quand on envisage de faire des analyses somatiques. C'est-à-dire qu'on part de la tumeur, donc il faut qu'on ait une tumeur avec une cellularité qui évidemment permet d'extraire à bonne concentration un ADN tumoral, et que cet ADN ne soit pas trop abîmé, puisqu'on part généralement de prélèvements en paraffine, et dont on sait que la paraffine, la fixation, va dégrader un petit peu les molécules. Ensuite, il y a le choix du panel de gènes. Donc en constitutionnel, on est sur des panels maintenant élargis, donc BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D, mais on a finalement 13 gènes analysés qui sont tous de la voie HRR. En somatique, jusqu'à peu, ce qui était fait uniquement, c'était BRCA1, BRCA2, puisque ce sont les AMM, et donc c'est dans ce cadre-là aussi que le remboursement peut être proposé, mais finalement, une plateforme, qu'elle fasse de gènes ou qu'elle en fasse 13, ça ne lui pose pas tellement de problèmes. Donc l'idée est quand même de partir sur des panels donc, élargis en somatique, de manière à pouvoir capturer ces événements au-delà de BRCA1, BRCA2. Alors une problématique qu'il faut avoir en tête, c'est que une partie, alors c'est pas une grosse partie, on est sur 5%, des altérations des gènes BRCA1, BRCA2, mais c'est aussi valable pour les gènes RAD51, ne sont pas des mutations ponctuelles, c'est-à-dire c'est pas un nucléotide qui est modifié, ajouté ou retiré. On est sur des réarrangements de plus grande taille qui vont être des répétitions d'exons, qui vont être des délétions d'exons, et ça, par les techniques de séquençage de haut débit, c'est détectable, mais avec un risque de faux négatif qui est important. Et donc, il y a d'autres techniques qui peuvent être envisagées, mais qui ne s'appliquent pas bien sur la paraffine. Et donc, les laboratoires ont cette arrière-pensée qu'ils ne détectent pas forcément tous les événements, et donc peuvent passer à côté de ces réarrangements de grande taille qui, pourtant, vont induire donc un déficit de la recombinaison homologue.
Et donc c'est quand même une limite à l'approche somatique, qui est de se dire qu'on peut passer à côté de ces réarrangements de grande taille, alors qu'on les capture bien, qu'on les détecte bien en constitutionnel, donc sur du sang. Donc on est parti à Rouen sur le modèle, on filtre tout par l'oncogénétique et c'est entre guillemets nous qui décidons si on se restreint au somatique ou si on va sur une analyse constitutionnelle. Et finalement, en Europe, il y a d'autres pays qui ont été un petit peu plus pragmatiques et que finalement on se propose de suivre ici à Rouen. Donc ce sont les Pays-Bas où là ils ont plutôt validé un modèle où c'est les plateformes cette fois-ci d'Anapat qui vont gérer ce filtre et qui vont faire donc, ce qu'ils appellent dans l'article un séquençage universel, c'est-à-dire que BRCA1, BRCA2 est analysé à partir de la tumeur pour tous les cancers. Et selon le résultat, si l'on a évidemment une mutation somatique détectée, on va les adresser à la consultation oncogénétique de manière à voir si cette altération somatique est d'origine ou non constitutionnelle. L'intérêt était aussi dans cette approche d'avoir, par les techniques proposées, un aperçu de cette hyperméthylation du promoteur de BRCA1 qui peut aussi donc exposer un déficit de la recombinaison homologue. Si par contre il n'y a pas de mutation somatique détectée, eh bien, on n'avait pas tellement d'indications à les adresser, sauf s'il y avait une histoire familiale qui nécessitait d'aller un petit peu plus loin. Mais finalement, on voit bien que dans ces cas-là, on n'a pas détecté d'altération qui n'aurait pas été retrouvée sur le plan somatique par échec de la technique. Et ces diagrammes montraient que ça avait permis de diminuer la dernière barre, là, qui était les adressages en consultation oncogénétique sans avoir les critères familiaux, les critères de précocité qui sont actuellement nos fils conducteurs. Hein, donc la mamie de 80 ans qui fait son cancer sans qu'il y ait d'histoire familiale, au départ, elle passait de manière un peu inappropriée par la filière oncogénétique alors qu'il n'y a pas forcément sa place. Et au fur et à mesure de l'instauration de ce modèle, eh bien, il y avait moins ces consultations inappropriées, en tout cas qui n'avaient pas de justification. Donc, voilà ce qu'on propose avec M. Frébourg. Donc c'est sa diapo. Hein, pour ceux qui connaissent son style, c'est ses couleurs. Et donc, il y a un petit peu ce shift-là qu'on propose à l'occasion de cette réunion, où finalement, l'oncogénétique va rester participante de la filière, avec ici toujours le positionnement des conseillers en génétique que vous pouvez, donc on vous demande de solliciter, qui vont prendre un rendez-vous téléphonique avec la patiente, qui vont faire l'arbre généalogique, récupérer les comptes rendus opératoires, comptes rendus d'Anapat, tous nos éléments qui nous permettent de reconstituer l'histoire individuelle et familiale. Mais en parallèle, l'analyse va d'abord être faite sur le plan somatique, c'est-à-dire qu'un bloc de la tumeur va être adressé à donc la plateforme d'Anapat va faire l'extraction ou sous-traiter l'extraction avec le laboratoire d'Anapat du CHU de Rouen. L'ADN extrait va être adressé donc au laboratoire de M. Frébourg qui maintenant réinternalise les analyses BRCA1, BRCA2 et des autres gènes. Donc ça, c'est déjà le cas depuis 6 mois en constitutionnel où maintenant les analyses ne sont plus envoyées à Baclès mais sont faites à Rouen. Et donc dans la logique, puisque c'est évidemment le même développement technologique, les analyses peuvent être maintenant faites et vont être faites en somatique à Rouen. On va faire le séquençage du panel de gènes en somatique, donc BRCA1, BRCA2, mais aussi PALB2, RAD51C, RAD51D, ce qui veut dire qu'on va avoir plus d'informations que le BRCA1, BRCA2 qui actuellement est proposé en somatique. Donc on va quand même élargir et s'approcher du statut HRD par le séquençage de ces autres gènes, avec quand même cette limite que pour l'heure actuelle, les solutions technologiques ne permettent pas une détection optimale des réarrangements de grande taille. Si on a trouvé une variation somatique pathogène, il y a aussi ici le rôle de l'interprétation et l'expertise nécessaire pour interpréter une variation. BRCA1, BRCA2, c'est des milliers d'altérations génétiques qui n'ont pas forcément une traduction au niveau de la fonction de la protéine. Donc il y a un rôle d'interprétation qui est complexe. Mais si elle est déclarée pathogène, là il faut adresser la patiente en consultation génétique, ce qui sera facile puisque le laboratoire aura toutes les informations sur l'arbre, etc. Donc la patiente pourra être convoquée pour avoir donc la recherche sur le plan constitutionnel de cette altération et derrière pouvoir proposer une prise en charge de la famille.
Si la variation n'est pas retrouvée sur le sang, elle n'est donc que purement somatique. Et là, on reste dans l'intérêt theranostique pour cette patiente, c'est-à-dire accéder à la prescription d'un antiPARP. Le circuit de secours, c'est que si on n'a pas détecté au niveau de la tumeur d'altération donc somatique, mais que néanmoins l'ETP avait soulevé des antécédents évocateurs d'une prédisposition au cancer de l'ovaire et du sein ou d'un syndrome de Lynch, puisqu'on sait que certains cancers de l'ovaire peuvent être liés à des altérations des gènes MMR. Donc si on pense qu'il y a quand même un intérêt à creuser, eh bien on va quand même voir ces patientes et leur proposer de revenir dans le circuit entre guillemets constitutionnel, c'est-à-dire d'avoir une analyse complète avec le panel de gènes, avoir une meilleure capacité de détection des réarrangements de grande taille, et donc éventuellement d'élargir sur d'autres phénotypes, d'autres prédispositions. Si par contre il n'y a aucun antécédent évocateur de prédisposition et qu'il n'y a pas d'altération somatique, il n'y a donc pas d'intérêt à une prescription d'antiPARP de type olaparib, mais peut se discuter d'autres antiPARP qui n'ont pas cette restriction à l'AMM, et en tout cas sur le plan moléculaire, on arrête les investigations. En pratique, en tant que prescripteur, eh bien, donc l'ETP, c'est un mail secrétariat.oncogénétique@rouen.fr avec les coordonnées de la patiente et on s'occupe du reste, donc c'est assez fluide. Pour ce qui est du bloc tumoral, la petite nouveauté et petite contrainte pour vous, c'est que vous serez maintenant le prescripteur avec des documents qui vont être mis sur le réseau OncoNormand, donc qui est la fiche GINCAN que vous remplissez déjà, qu'on pouvait déjà remplir si on voulait être à l'origine de cette demande d'analyse somatique et précédemment adressée à Dominique Vore à Baclès. Donc là, les documents vont être actualisés pour proposer donc ce séquençage localement sur Rouen, avec donc un courrier pour l'ANAPAT qui détient le bloc, qui doit gérer ce préanalytique, un courrier pour la plateforme, de manière à ce que l'analyse somatique soit initiée. Donc il ne faut pas attendre que la patiente ait été prise au téléphone par les conseillères pour que l'analyse somatique soit lancée. C'est au prescripteur potentiel d'inhibiteur de PARP d'initier cette prescription, avec quand même derrière, pour être transparent, des raisons aussi de facturation, puisque ces analyses ont un coût qui est facturé au prescripteur, et que si le prescripteur est systématiquement le service d'oncogénétique, eh bien ce sont des facturations qui reviennent au CHU de Rouen et qui ne peut pas avoir la prise en charge complète de ces analyses qui coûtent 1 500 € pièce. Comme on est probablement comme on est dans un objectif theranostique, c'est-à-dire que le but de tout cela, c'est la prescription d'un médicament dans le cas d'une AMM, il est logique que ça soit réintégré donc, au parcours patient dans son unité, dans son établissement de santé. Est-ce que vous avez des questions ? Ah non, pardon, j'avais une dernière diapo, mais voilà. Donc l'intérêt est évidemment theranostique. Donc il faut se mettre en ordre pour pouvoir répondre aux questions et dans le délai compatible avec donc, ce temps thérapeutique qui est court. Qu'il ne faut pas oublier, donc les mutations somatiques sont pour grande partie d'origine constitutionnelle et donc il ne faut pas louper la prise en charge oncogénétique pour la patiente et ses apparentés. Et que les perspectives sont à l'élargissement des panels, ce qu'on propose déjà, en plus de ce qui était fait jusqu'alors, donc avec ce panel qui inclura d'autres gènes que BRCA1, BRCA2, et puis ces tests HRD qui pour l'instant reposent sur des solutions commerciales coûteuses et donc non prises en charge. Merci.